Mon premier contact avec le Yémen remonte, dans mon souvenir, à une distribution des prix au début des années 50. À table, la guerre restait l'incontournable sujet de conversation. « Mange, me disait mon père, on voit que tu n'as pas été prisonnier. » C'était son expression favorite, peut-être également sa thérapie. Mais ce matin-là, mon prix était à l'honneur. Un petit livre de la Bibliothèque verte. Son titre, Fortune carrée. L'auteur, Joseph Kessel. Ni l'un ni l'autre ne trouvèrent un écho dans ma tête d'enfant de 12 ans. Un seul point m'intrigua: comment imaginer une fortune carrée? Dès les premières lignes, Kessel m'emportait au galop effréné d'un superbe cavalier aux yeux bridés. D'emblée, j'oubliais la forme de la fortune pour cavaler au Yémen. Avec le recul du temps, j'y vois aujourd'hui un signe du destin, accentué par l'appel et une lettre d'Henri de Montfrède et exprimé avec son réalisme fataliste par ma mère. Si tu es allé au Yémen, c'est que tu devais y aller. Personne ne choisit sa destinée, même pas toi, beau malin. Je débarquai à Aden, au Yémen Sud, en juin 1972. 5 années après le départ sans gloire des Britanniques en 1967 et au lendemain de la longue guerre civile au nord qui avait vu la défaite des royalistes et la victoire des républicains. Dès ma première visite, je fus fasciné par ce pays qui me semblait momifié, fossilisé, habité par une population permanente. J'affrontais la violence des couleurs, la sauvagerie des paysages grandioses, le travail acharné des hommes qui découpaient leurs montagnes en terrasses pour survivre. En 3 décennies, ils sont devenus de simples personnages du miroir de l'histoire, lien fragile et ténu entre histoire et mémoire. L'envie de retourner au Yémen devenait chaque jour de plus en plus forte, incontrôlable, et je dus me rendre à l'évidence. La paix de mon âme avait un prix, celui du retour, dans l'allée simple de ma vie. Qu'avais-je donc à me prouver à moi-même? Rien, sinon que j'existais. Et encore, j'avais tant d'autres choses à découvrir. La péninsule arabique. Pour 1 milliard de musulmans, elle est le centre du monde, le cœur du sacré, le sanctuaire du savoir. Un vaste plateau d'une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la France et presque 2 fois le Québec. Elle est séparée de l'Afrique par la mer Rouge, de l'Asie par le golfe arabo-persique. Au sud-est, ses côtes sont baignées par les eaux de l'océan Indien. Cet immense triangle est sillonné depuis l'Antiquité par les principales routes maritimes qui relient l'Arabie du Sud à l'Extrême-Orient et à l'Afrique de l'Est. Toute la pointe sud de la péninsule arabique, face à la Corne de l'Afrique, abrite le territoire de la République du Yémen, presque aussi vaste que la France. Son relief difficile, tourmenté, déchiqueté, a maintenu le Yémen à l'écart du monde jusqu'à la fin du XXe siècle. Sur le plan physique, le pays se divise en 4 zones principales. La plaine côtière de la Tiama, chaude et humide, au bord de la mer Rouge. Elle est relativement fertile car elle draine une bonne partie des eaux venues des sommets voisins. La Tiama est adossée au massif montagneux nord-sud qui occupe une grande partie du pays et dont le point culminant s'élève à 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au nord de la chaîne de montagnes, le relief se transforme pour donner naissance au plus grand désert de sable du monde entier, le Rub al-Khali. Enfin, au centre du pays, les montagnes s'écartent pour nicher un haut plateau central hérissé d'anciens volcans. Le sol, brûlé, calciné par le feu des entrailles de la terre, dispense ses cendres fertiles en un relief lunaire.
Dans ces paysages torturés, austères, les hommes se sont implantés, voilà des milliers d'années, vivant en symbiose avec une nature difficile, en bordure des zones de rupture de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Ils ne craignaient pas Vulcain, bâtissant leur village au pied de volcans endormis, les culs de Chaudron, qui en retour leur accordaient quelques sources chaudes aux vertus thérapeutiques. Au fil des millénaires, les habitants ont appris à utiliser les matériaux locaux, les façonnant en mortier, taillant la pierre. Le temps aidant, ce savoir-faire exceptionnel a fait des Yéménites des artistes bâtisseurs dont l'architecture est mondialement reconnue. Sanaa, la capitale, serait née des mains de Sem, fils de Noé, au lendemain du déluge, à 2150 mètres d'altitude, au cœur de ce plateau central. Et le plus frappant, en débarquant dans la capitale, est l'incroyable clameur cacophonique qui monte de son sein 5 fois par jour et de nuit lors de l'appel à la prière. Bab el-Yémen, mélange de basalte et de briques, est la porte la plus célèbre de la vieille ville, embellie depuis son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Toutes les ruelles ont été pavées, à l'image des soubassements des immeubles érigés en basalte taillé, sans ouverture jusqu'au 2e étage. À Sanaa, on marche la tête en l'air pour ne rien perdre de cet époustouflant décor des 1001 nuits et l'on se retient d'aller vérifier derrière les façades s'il ne s'agit pas d'un décor de cinéma en carton-pâte. Passée de 300 000 à plus d'1 million d'habitants en 30 ans, la vallée est devenue une vaste fourmilière. Au-delà du second étage, les façades sont recouvertes d'un parement de briques qui permet une décoration personnalisée, soulignée par des aplats de chaux. Certaines ouvertures anciennes sont en albâtre et les fenêtres sont la plupart du temps surmontées de vitraux. Les motifs et formes décoratives tiennent du pain d'épices, du sucre d'orge, du nougat et de la meringue. On les retrouve dans l'architecture d'autres régions du Yémen, comme ici, à Zébide, au bord de la mer Rouge, ou encore à Rada, au cœur du pays. Fondée en 819, Zébide est l'ancienne capitale des Aranigs, un groupe tribal sunnite qui s'est longtemps opposé à l'imam, d'obédience chiite. Ici, les constructions en briques sont crépies d'une épaisse couche de gausse, sorte de plâtre de Paris très fin qui assure une excellente étanchéité. À l'image de Sanaa, la capitale Zébide est classée au titre du patrimoine mondial. Les immeubles officiels, l'ancien fort du gouverneur turc sous l'Empire ottoman, les édifices religieux, les façades des demeures particulières sont entièrement décorés de sculptures de Gauss qui se travaillent comme le stuc.
Mais les restaurations entreprises par l'UNESCO, entre autres, ne se limitent pas à l'extérieur des bâtiments. Les rénovations intérieures vont bon train, en particulier dans les anciennes demeures des commerçants de la ville. Il était très facile d'évaluer la richesse du propriétaire en fonction de la largeur des pièces de sa maison, qui dépendait de la longueur des poutres qu'il pouvait acheter. Et, comme le bois était cher, il émane de Zébide un parfum de mysticisme et de sciences mélangées, de profane et de sacré. Berceau des mathématiques et de la médecine au IXe siècle, son commerce florissant, son enseignement théologique faisaient de Zébide à cette époque l'un des fleurons de la connaissance dans le monde arabe. De nombreuses mosquées rappellent la vocation universitaire de la ville. Pourtant, le Yémen fut dans son histoire successivement juif, chrétien, juif, avant d'être islamisé au 7e siècle. Ces bâtiments ont abrité la première université du monde arabe, celle qui a vu naître l'algèbre. Les Yéménites s'exportent bien mais sont d'une grande fidélité. Ils reviennent généralement dans leur terre natale à la retraite. Ces petits palais, qui forment le quartier moderne d'une grande ville actuelle, sont la propriété de ceux qui ont vécu 35 ans en Amérique du Nord et que l'on appelle familièrement les Américains. Les plus petits villages ne sont pas moins étonnants et élaborés. Accrochés, pour des raisons défensives, sur les parois abruptes de pitons rocheux, ils sont toujours habités par quelques familles. Dans cette architecture de pierre sèche avec arcades et clés de voûte, une seule porte d'entrée commande l'accès à un dédale d'escaliers et de venelles qui desservent les habitations et greniers d'hiver. Une vie difficile à l'issue incertaine. L'ère actuelle est exigeante en matière de ressources financières pour accéder à un confort minimal et demande d'autres revenus que ceux que peut procurer l'ancienne économie de subsistance. Notre époque est formidable, mais terriblement exigeante. Le village de Zakadi, replié au sommet de sa falaise, vit peut-être ses dernières heures, amputé d'un groupe d'habitations voisines à moitié en ruine et utilisé comme remise. Dans la vallée de l'Hadramaout, l'édification des maisons obéit à des règles spécifiques. Les briques utilisées dans la construction sont faites d'un mélange de terre et de paille et sont ensuite simplement séchées au soleil. Pour assurer l'étanchéité des terrasses et la décoration intérieure et extérieure des maisons, on utilise le gauss, un plâtre très lisse et très fin. Il est obtenu grâce aux pierres calcaires calcinées dans des fours à chaud. Après cuisson, elles sont réduites en poudre qui, mélangée à de l'eau, donnera une pâte plastique qui tiendra plusieurs jours avant l'emploi et deviendra très dure en séchant. Régulièrement entretenus, ces immeubles de terre de 7 à 10 étages pourront traverser le temps. Shibam est une ville monobloc avec une seule entrée, construite sur un mode défensif contre les pillards du désert. Dans cette vallée de l'Hadramaout, les riches commerçants et les sultans se sont construits des palais de terre. Lorsqu'on les visite, si l'on ne voyait pas de temps à autre les plafonds éventrés en réfection, on n'aurait aucune idée que toutes ces constructions sont en terre, d'où une isolation thermique excellente et des écarts de température très faibles entre l'été et l'hiver à l'intérieur des bâtiments.
les artistes contemporains s'en donnent à cœur joie. Shibam, la Manhattan du désert, comme Sanaa et Zébide, est inscrite à juste titre sur la liste du patrimoine mondial. En la contemplant depuis la falaise qui la domine, je me dis que ce ne sont pas quelques villes seulement qui méritent d'être classées, mais l'ensemble du pays dont on ne sait plus ni où ni comment répertorier des trésors. La présence de ces villes ou de ces gros bourgs en pleine campagne se justifie par leur objectif défensif. Les paysans se rassemblent le soir à l'abri des murailles de la ville et dans ces édifices, les animaux domestiques trouvent leur place au rez-de-chaussée des habitations, dans les écuries. En fait, aujourd'hui encore, la majorité de la population yéménite est rurale à 75%. Nous sommes dans le grenier de l'Arabie, l'Arabia Félix, l'Arabie heureuse de l'Antiquité, dont les ressources agricoles ont assuré année après année la survie d'une population qui a triplé en 30 ans, passant de 6 millions à plus de 18 millions d'habitants. Ce chameau qui tourne en rond pour moudre les graines de sésame dont on tire l'huile n'est pas prêt de s'arrêter. هذه النحل نشيلها إلى مكان هذا العسل العلب فنأخذ منها العسل العلب ونروح به إلى المراكز إلى الحديدة إلى صنعاء إلى كذا ويقوم بتصديره إلى السعودية إلى كل الأماكن في بكم فتكون هذه القارورة نبيحة يعني في المحل. L'un des mets les plus appréciés des Yéménites est sans conteste le miel. L'apiculture n'est pas nouvelle, mais s'est étendue à l'ensemble des régions, procurant un revenu substantiel permettant de faire vivre plusieurs familles. Autre activité, la culture du tabac. Un tabac qui sera utilisé uniquement dans les narguilés, les pipes à eau locales. Le séchage se fait à l'air libre. Les feuilles sont ensuite sélectionnées et liées en bottes pour être envoyées sur les marchés locaux. Dans la plaine de la Tiama, au bord de la mer Rouge, la végétation permet l'élevage de moutons, de chèvres et d'une variété de petits bovins adaptés à ce climat chaud et humide. L'eau arrive en relative abondance des montagnes voisines et favorise la récolte de fruits divers, papayes, bananes et céréales de base comme la doura, le sorgho, le mil et le millet. Dans ces communautés rurales, hommes et femmes participent généralement ensemble aux travaux des champs, notamment pour les semailles. La charrue est équipée d'un entonnoir en hauteur qui permet à la femme de déposer les graines qui tombent derrière le soc et sont instantanément enfouies dans le sol. Dans les djebels, les montagnes, l'agriculture relève des travaux d'Hercule. Accrochés sur les lignes de crête, les villages forteresses dominent les jardins-terrasses laborieusement érigés de main d'homme, dessinés et découpés selon la courbe de niveau à flanc de montagne et entretenus pendant des siècles.
L'alimentation en eau de ces villages et l'irrigation des champs se font jusqu'à maintenant grâce à des citernes qui permettent l'accumulation des eaux de pluie. À l'intérieur de la citerne, des rangées de marches donnent accès à l'eau, quel que soit son niveau, dans le réservoir. Quant au bois et à l'eau potable nécessaires à la cuisine, leur approvisionnement incombe aux femmes qui inlassablement feront d'incessants allers-retours du matin au soir entre les champs, la source et la maison. L'homme de son côté s'occupe de l'entretien des terrasses pour retenir captive la terre arable. Ces escaliers de géants ont un mur de soutènement bien souvent d'une hauteur supérieure à la largeur cultivable. Là encore, il s'agit d'une besogne quotidienne, d'un permanent et incessant labeur qui fera des djebels autant de chefs-d'œuvre graphiques qui sont l'expression d'un étroit contact avec la terre, d'une connaissance empirique millénaire, d'un exemple d'art brut à l'échelle de la nature. Voilà 30 ans. Chaque djebel ou massif avait son identité bien marquée, tant à travers les costumes des femmes qui étaient tous différents, qu'à la façon de porter le turban pour les hommes. Jusqu'aux maisons qui affichaient un style régional. Aujourd'hui, les costumes colorés, richement brodés des femmes ont à peu près disparu, mais l'architecture des villages a conservé son originalité et en observant une maison, on sait immédiatement où elle se situe dans le pays. Ici, nous sommes dans le nord, tout près de l'Arabie Saoudite. Dans toute la région, les hommes ont troqué le turban contre une couronne de fleurs odorantes en raison des branches de pyrètre qui la composent. Cette plante, du genre chrysanthème, connue aussi sous le nom de matricaire et de camomille, donne selon l'espèce une tisane ou un insecticide, tous deux odorants. Les Yéménites adorent la couleur. Les parfums, les couronnes sont fabriquées sur place, à l'aide de fleurs plantées dans ce but dans leur jardin. Une couronne peut durer 2 à 3 jours, mais dès qu'elle donne les premiers signes de vieillissement, elle est délaissée au profit d'un nouveau couvre-chef confectionné en quelques instants. Un tour rapide dans le jardin pour sélectionner les fleurs nécessaires, un petit support qui, à l'origine, était en bois et qui est aujourd'hui une simple bande de matière plastique. Quelques instants de patience, le temps de terminer cette nouvelle coiffure. Un coup d'œil dans le rétroviseur pour apprécier le résultat et nous voilà prêts pour une nouvelle journée. En 30 ans, les changements technologiques ont été importants, certes, et même impressionnants de rapidité à certains égards. Gadgets électroniques, voitures dernier cri. Mais le plus spectaculaire est peut-être l'invasion des téléphones cellulaires dont le développement a été foudroyant en raison de la simplicité des infrastructures nécessaires pour leur mise en œuvre dans ces régions difficiles d'accès. Cette technologie dominante est trop souvent associée à la civilisation dont elle n'est qu'une fraction utilitaire. Mais ici, au cœur de cette riche civilisation sud-arabique, ces appareils n'ont d'autre rôle à jouer que d'être utiles, simples et pratiques. Et j'étais d'autant plus heureux de constater que ces éléments que d'aucuns pourraient considérer comme incongrus dans le décor yéménite n'avaient pas réussi à entamer mon souvenir. Curieusement, je n'éprouvais aucune nostalgie, aucun regret du passé, aucune insinuation du genre « ce n'est plus ce que c'était, quel dommage », si courante chez les anciens combattants du voyage. Qu'est-ce qui m'attirait, me fascinait dans cette région? Était-ce les paysages, toujours aussi sauvages, les villages forteresses, toujours accrochés comme des nids d'aigles sur des apics vertigineux? Ou bien les Yéménites, qui avaient toujours le verbe haut, la joue déformée par le cat, la djambia à la ceinture et la main sur le cœur. Et je n'éprouvais aucun regret en voyant les villages tendus de fils électriques, des réseaux de tuyaux courir sur le sol pour alimenter en eau les maisons,